Et donc, c'est parti. Bonjour, docteur Barnet. Merci d'avoir accepté cette audition de la commission d'enquête de la France Insoumise sur la gestion de la crise sanitaire. Vous êtes médecin, membre du syndicat des médecins hospitaliers et du collectif Martinique Covid-19. Et nous souhaitions avoir votre analyse, vos propositions, vos alertes sur la situation en Martinique et sur les réponses qui ont été apportées, qui restent à apporter, ou les problèmes qui se posent actuellement et ceux qui sont à anticiper à l'avenir dans le cadre donc de ce travail d'enquête parlementaire et aussi d'interpellation et de propositions parlementaires de notre groupe que nous mettons à disposition du débat public. Merci à vous d'avoir accepté cette audition. Et donc, je vous laisse la parole pour nous dresser un peu un portrait de la situation et puis voilà, les points les plus saillants qui vous semblent importants de relever. Ok, très bien. Merci de cette proposition. Effectivement, je suis médecin de rééducation dans le service de rééducation du CHU. Je suis aussi responsable de la section hospitalière du syndicat des médecins de la Martinique. Et au fil des actions et de l'évolution de l'épidémie, nous nous sommes constitués en collectif avec diverses organisations syndicales, en fait toutes les organisations syndicales, les branches syndicales hospitalières, et puis des groupements d'initiatives citoyennes et des syndicats d'infirmiers libéraux pour apporter notre contribution sur notre vision du terrain du vécu de la crise et sur des solutions qui pourraient être portées en collaboration vis-à-vis des difficultés que nous avons connues dans le cadre de cette épidémie. Une épidémie qui aujourd'hui semble être atténuée, un impact qui a été, on va dire, modéré, sans minimiser les décès qu'il y a eu, puisque nous sommes aujourd'hui le 6 mai à 181 cas diagnostiqués. Pas de lecture claire de ce qui se passe pour la circulation du virus, parce que les tests n'ont commencé en ville que depuis 2 semaines avec des drives et avec l'augmentation des tests pour les filières non hospitalières et 14 décès relevés au niveau de notre île. Les services de réanimation et les services de médecine classique Covid se sont adaptés au CHU à l'éventualité d'une vague, avec un travail qui a été fait aussi au niveau des unités de SSR. Donc, sur toute la filière, les choses ont été envisagées pour répondre à une éventuelle vague, avec de la stratégie, de la planification. Toutes les organisations ont été chamboulées un peu partout sur le territoire. La réa, bien heureusement, n'a pas été saturée. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de changements des habitudes de travail, comme c'était le cas partout. Mais on n'a pas eu de saturation de notre système de soins. Mais il était important pour nous de très tôt alerter et les pouvoirs publics et les politiques de l'impérieuse nécessité de ne pas attendre ces éléments de saturation, parce que nous vivons sur une île et un peu comme partout dans la Caraïbe, nous n'avons pas de plan B. Donc, il est important, comme on a été coupé là un petit peu. Je reprends. Je disais que sur le plan de la gestion des crises sanitaires, sur notre territoire insulaire, il est important d'être prêt en avance, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas comment les choses vont arriver et on n'a pas de plan B, on n'a pas d'échappatoire. On ne peut pas déployer des TGV, des hélicoptères pour être rapatrié sur un territoire où l'offre serait un peu plus conséquente. On peut faire des échanges inter-îles, il y a beaucoup de collaborations dans la Caraïbe, mais on reste quand même relativement limité, d'autant plus au vu de ce qui semblait devoir nous arriver avec ce qui se passait déjà sur le territoire national. Donc, il était important pour nous que dans la communication du gouvernement, des ARS, de la préfecture, on ait une lecture très claire de quelle était la stratégie, le plan A, le plan B, et si on n'en arrive pas au plan B, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on réorganise le territoire. Et c'est vrai qu'on a été
souvent en difficulté du fait de ce manque de visibilité, de transparence, dans lequel on trouvait des difficultés au niveau local, mais on sentait bien que ça venait des difficultés de l'État sur les tensions qui existaient, sur les pénuries de matériel. Et notre difficulté qui nous ramène encore à notre insularité, c'est que on ne peut pas avoir la réactivité qui est sur le territoire. On ne peut pas avoir l'entraide qui va se faire entre Strasbourg et Bordeaux. On peut s'entraider entre Martinique et Guadeloupe, mais la Guadeloupe est dans une situation quasi similaire à la nôtre, avec en plus les conséquences des précédents événements comme les incendies qui se sont passés au niveau du CHU du Pointe-à-Pitre. Donc, une situation qui nécessite une attention particulière, des stocks stratégiques, commander quelque chose pour les Antilles, c'est envisager de le payer plus cher, de le stocker plus longtemps, de sécuriser, stocker, et puis de gérer des commandes groupées, des commandes de grande quantité, très peu de réactivité sur la maintenance, sur le changement de commande. Donc, on est obligé d'anticiper et on aurait souhaité que cette anticipation-là fasse partie à la fois du dialogue de la DGS quand elle annonce des éléments. On a vu que les choses sont arrivées, mais elles sont arrivées dans un deuxième temps. Donc, il n'y a pas le réflexe qu'on pourrait attendre comme un réflexe français, d'intégrer aussi les Outre-mer, parce que on est la France dans la Caraïbe. On est, c'est vrai, Outre-mer, donc on est particulier, à part, différent, mais on est la France caribéenne. Donc, on s'attendrait à une réflexion qui intègre la problématique des territoires nationaux, tout le territoire national, mais aussi la problématique du territoire insulaire, qui nécessairement doit intégrer les remontées de terrain et les discussions avec les acteurs locaux qui sont dans des situations particulière du fait de cette insularité. Et puis, une donnée importante, c'est les notions de précarité et de complexité sociale qui existent sur nos territoires, avec un recours aux soins qui est très faible, beaucoup de polypathologies, donc des patients potentiellement fragiles. Donc, c'est aussi ce qui nous a inquiétés, c'est de s'imaginer avoir à subir une pathologie qui touche en priorité les personnes fragiles qui sont très représentées sur nos territoires, que ce soit les personnes âgées ou les personnes porteurs de polypathologie. Donc, globalement, aujourd'hui, on doit construire le déconfinement et cette problématique est toujours sur le devant, c'est-à-dire la problématique sociale. Le sanitaire, on arrive à l'avoir dans les grandes lignes, on arrive à avoir de beaux principes de recrutement, d'utilisation du digital, d'applications, des choses comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a une rupture d'accès au digital, à la fois sur la qualité des réseaux sur les Antilles, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'améliorer, mais l'accès au digital n'est pas rendu simple par le prix des matériels, par l'accès aux abonnements et par la couverture sur le territoire. Et bien sûr, ce n'est pas non plus dans les cultures d'utiliser les outils digitaux, les outils dématérialisés. Donc, ça a rendu difficile pendant la période la communication, l'accès aux soins, parce qu'on a beaucoup parlé de téléconsultation, mais quand on a nos petites mamies qui vivent dans des communes un peu reculées, leur dire qu'il faut qu'elles voient leur diabétologue en téléconsultation ou leur médecin traitant, ben, ça impose beaucoup de choses. Il faut quelqu'un à côté d'elle, quelqu'un qui connaisse, quelqu'un qui maîtrise l'outil, quelqu'un qui va lui expliquer et la rassurer. Et donc, c'est un exemple un peu caricatural, mais on en a beaucoup comme ça parce que la réalité du terrain fait que tout ce qui est proposé au national doit avoir une déclinaison tout à fait cohérente avec ce qui se passe sur le terrain pour que ce soit efficace. Dire les choses, dire comment il faut les faire, c'est bien, mais s'assurer qu'elles soient faites et qu'elles soient effectives, c'est encore mieux. Je crois que, je sais pas s'il faut, j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait des questions un peu plus précises pour recadrer le propos? Oui, merci beaucoup. Alors, j'avais une question sur le point du matériel. Vous avez indiqué que les tests ont été lancés il y a 2 semaines. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur de combien de tests ont été faits? Et sur la question des masques, est-ce que, voilà, où est-ce que c'en est pour les masques au niveau
de l'hôpital. Est-ce que vous êtes assez pourvu en termes d'équipement? En fait, la situation sanitaire a été relativement maîtrisée et maîtrisable pour le moment. Et donc, vous avez réussi à avoir des éléments de vision et de grande ligne sur le sanitaire, mais sur le point précis des équipements de protection pour vous. Et puis, si vous avez une idée pour le reste du territoire plus largement, est-ce qu'il y a des besoins particuliers là-dessus, des attentions particulières? Alors, sur les tests, ils ont commencé que très récemment dans les laboratoires de ville, un peu comme c'était sur le territoire national, mais le CHU a toujours eu une capacité de test, une capacité au début qui était très restreinte, ce qui fait qu'on a dû user de beaucoup de l'expertise des infectiologues pour choisir qui tester, pour qui il y avait une pertinence clinique de tester, parce qu'on rentrait dans une pathologie qu'on maîtrisait mal, qu'on connaissait peu. Donc, il ne s'agissait pas de faire des tests à tout va, parce que déjà, on n'en avait pas la possibilité, c'était de l'accessibilité au matériel, et puis qu'il fallait malheureusement sélectionner les personnes qui justifiaient d'un test. C'était forcément les personnes fragiles et les personnes présentant des symptômes graves. Aujourd'hui, on a une capacité de test qui va croissante. Bon, maintenant, le besoin n'est plus là de manière aussi criante qu'au début. On est passé d'une capacité de 40-60 tests par jour à un objectif là en combinant la ville et l'hôpital de près de 700 tests par jour. Avec bien heureusement, ce qui s'est passé chez nous, c'est que le fait de déclencher le confinement en même temps que le territoire national a permis d'être un peu plus protégé parce que le virus ne circulait pas encore. Les circulations étaient surtout le fait des bateaux de croisière et puis de certains déplacements en avion de patients revenant de certaines zones cluster. Donc, ce qu'on a pu essayer de contenir au mieux, qui a, semblerait-il, eu un effet intéressant sur ce qui s'est passé chez nous. Après, il y a d'autres expériences dans les îles de la Caraïbe qui ont montré des efficacités un peu plus grandes que celles qu'on a vues en France. Après, il y a des questions culturelles, des questions organisationnelles, mais ça nous a un petit peu sauvés, on va dire. Mais sur ces oui. expériences-là, vous pourriez développer un peu, c'est quels exemples dans la Caraïbe vous pensez à... On a l'exemple de la Barbade, là, par exemple, qui déconfine à partir du 4 mai. On a l'exemple de Curaçao ou des îles hollandaises qui ont mis en place des procédures de traitement avec l'utilisation de plasma de patients guéris, qui ont eu des succès assez importants, des couvre-feux très drastiques mis en place de manière très précoce, et puis le refus de débarquement de patients venant des bateaux de croisière, qui n'a pas pu être fait de manière très précoce en Martinique, parce qu'on a eu quand même ça à gérer. Il y a eu des réactions, mais on aurait pu être encore plus précoce. Bon, après, c'est facile de refaire le match, mais les analyses nous montrent qu'il y a quand même d'autres choses qui auraient pu être pensées si localement on avait pu avoir un peu plus de marge de manœuvre. Mais aussi si on avait plus de visibilité, c'est vrai. Donc voilà, sur ces éléments-là, le couvre-feu, le confinement nous a aidés. Par contre, effectivement, on a été, comme sur le territoire national, contraint à faire jouer la débrouille, c'est-à-dire essayer de trouver des voies d'approvisionnement différentes que les voies nationales, parce que les voies nationales étaient dictées par la pénurie. Il fallait tenter de faire jouer des connexions avec certaines communautés installées, certaines communautés chinoises, communautés indiennes, pour essayer d'avoir des approvisionnements alternatifs, on va dire. Avec les contraintes qu'on connaissait sur le plan réglementaire et puis les préventions de l'État. Donc, sur les masques, les difficultés. Les masques FFP2, ce qu'on en retient, c'est la tension internationale. Mais on a eu beaucoup de difficultés sur l'accès aux protections de ce type. Sur tout ce qui est visière, protection individuelle, autre que les masques, c'est la débrouille. On a fait le tour des magasins de bricolage pour récupérer des visières, solliciter les abattoirs pour avoir des protections individuelles, solliciter des entreprises de fabrication de matériel avec des
imprimante 3D. C'était beaucoup, et comme sur le territoire national, beaucoup de débrouilles, beaucoup d'incertitudes, ce qui a causé beaucoup de craintes dans les équipes, avec malheureusement sur le CHU un taux d'absentéisme assez important, dû aux difficultés du territoire, dû parfois aux craintes, dû parfois à des personnes fragiles qui étaient sur des postes qui ne pouvaient pas être exposés à un risque d'infection, et puis parfois dû au manque de protection, parce que la tension faisait que tout était contingenté, réglementé, et puis la panique a conduit aussi à des disparitions de certains stocks qui ont été détournés du CHU. Enfin, j'ai pas de détails là-dessus, c'est juste qu'on a constaté que ce qui était attendu n'a pas été forcément mis en place pour les professionnels les plus exposés. Donc, une situation très difficile à vivre, avec aujourd'hui, heureusement, des stocks qui sont reconstitués, et puis une visibilité promise par le gouvernement, mais on reste quand même attentif à ce qui réellement va se passer, parce qu'entre les annonces et ce qui est mis en œuvre sur le territoire, on a parfois des différences et systématiquement des délais. Donc, entre différences et délais, on est obligé de croiser les doigts parfois. C'est bien malheureux, mais de se dire, on espère que ça va réellement arriver comme c'est promis. La réactivité n'est pas la même, et les craintes sont importantes. Sur le test, les équipements, la réorganisation sur le territoire, sur les moyens mis en place en ville, ça a été une grosse difficulté pour nos collègues médecins libéraux et soignants libéraux, hein, infirmiers et kinés, puisque la pénurie a fait que la priorité était donnée aux services hospitaliers et à certains médecins de ville, en particulier ceux qui étaient les plus exposés, qui n'avaient pas fermé leur cabinet, mais il n'y avait pas une couverture large en moyens de protection de tous les professionnels de santé, avec du coup des patients qui peuvent être parfois en difficulté, comme je l'ai évoqué au début, vis-à-vis d'accès à la téléconsultation. Donc, il y a eu pas mal de difficultés sur la gestion de la crise en ville, avec une difficulté notamment d'accès au matériel de protection. Merci. Un autre point, c'est la question des médicaments, l'accès aux médicaments. Il y a des craintes il y a de la tension sur le marché des médicaments, et vous avez évoqué la situation démographique assez particulière de la Martinique, mais d'autres territoires aussi en Outre-mer, où en termes de personnes âgées, de pathologies, de maladies chroniques, de trauma chronique, il y a une forte démographie à ce niveau-là. Qu'en est-il sur, donc, au-delà de la question de bon, ça y est, je suis revenu. Ouais. Ouais. Là, la question de donc la gestion de la crise sanitaire, pour le moment, c'est maîtrisé, mais du coup, en termes d'anticipation, pour les autres, enfin, la situation globale de la politique de santé, la réponse de santé, et puis notamment ces pathologies, et la question thérapeutique plus large. Vous avez des éléments Sur le plan des médicaments, comme partout, on a subi les tensions existantes sur les produits de réanimation. On a bénéficié même de l'aide de pays voisins comme la Dominique et Sainte-Lucie sur certains dépannages, parce qu'on fait partie d'une coalition des États de la Caraïbe, et donc il y a de l'entraide dans ces États de la Caraïbe, et ce qui nous a permis de tenir sur un certain moment très critique. Là, on a eu des difficultés au début, je l'ai évoqué sur les tests, parce que encore notre situation insulaire fait que on n'est pas forcément prioritaire sur certaines commandes, parce que dans la situation actuelle, forcément Strasbourg était plus au charbon que nous. Donc sur des commandes ciblées, là où nous on demande, la préemption de l'État et l'organisation des commerciaux, des aides de l'industrie,
pouvaient réorganiser une distribution sur un territoire plus en difficulté. Ce qu'on peut comprendre, mais mais quand on a des patients à soigner, on ne peut pas leur expliquer, désolé, en fait, voilà, on ne peut pas faire de choix à savoir qui on soigne, qui on ne soigne pas. Quand les patients sont là, il faut les prendre en charge. Et sur les autres médicaments, on n'a pas eu de grandes difficultés. Bien sûr, il y a eu la discussion sur l'hydroxychloroquine, avec des stocks qui ont très vite été bloqués pour éviter une distribution ou un mésusage, on va dire. Et comme la question n'a jamais été tranchée, il n'y a pas eu de facilité d'accès à ce médicament. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, on a eu accès à l'usage du médicament à travers les protocoles de recherche et puis bien sûr les patients qui en bénéficient de manière chronique ont continué à en bénéficier. On s'attend quand même à des difficultés là, au redémarrage de la vie, à la sortie du confinement, pour les patients porteurs de pathologies chroniques, parce qu'on ne sait pas, pour parler vulgairement, dans quel état on va les retrouver. Parce qu'ils n'auront pas pu consulter correctement. En cas d'urgence, ils ont pu bénéficier d'une prise en charge d'urgence, mais quand il y avait des situations un peu intermédiaires, la difficulté, c'est que les patients ne voulaient pas venir à l'hôpital de peur du manque de masques, parce qu'on l'a entendu, soit sur les réseaux sociaux, soit à la radio. Enfin, il y avait beaucoup de craintes dans tout ça. Maintenant, on a recréé le lien, rassuré, et on a besoin d'avoir la garantie du matériel de sécurité adapté pour tous, le port du masque pour tous, les conditions d'accueil dans de bonnes conditions, de manière satisfaisante, parce qu'il faut savoir, et ça va être le cas dans les discussions au niveau des écoles, qu'on a des infrastructures qui sont vieillissantes, qui ne sont pas forcément dans un cadre sanitaire toujours satisfaisant, parce que pas remis à niveau, problématiques liées à la ventilation, à l'organisation des locaux, à la taille des locaux. Donc, ça, c'est le cas de certains cabinets en ville, c'est le cas de certains établissements de santé. Donc, il y a des contraintes qui sont liées à des années de difficultés de gestion financière, de manque parfois d'accompagnement, de non prise en considération du vieillissement accéléré du fait du climat, enfin, plein de petites choses qui, mises bout à bout, font que quand le système est en tension, comme avec cette crise Covid, eh ben, on voit tout de suite ce qui aurait dû être fait, ce qui aurait dû être fait différemment, est-ce que les priorités auraient dû être réévaluées. C'est un peu une digression, mais c'est un peu ce qui s'est passé sur la Guadeloupe avec la problématique de l'incendie, quand on n'a pas les moyens, qu'on remet à plus tard quelque chose qu'on pense être retardable, ben, finalement, quand on se retrouve en difficulté dans cette image, on aurait dû le faire. Et si on n'a pas les moyens, parce qu'il y a une chose qui va revenir après la crise Covid, la problématique des hôpitaux, c'est une problématique nationale, mais encore une fois, sur le territoire de l'outre-mer, on est dans une situation où la problématique n'a jamais été posée clairement sur les moyens qui doivent être mis pour que le système fonctionne. Le système fonctionne avec des perfusions itératives, avec des millions qui sont rajoutés par-ci par-là, mais structurellement, on ne se dit pas quel est le coût de la santé aux Antilles, pourquoi est-ce qu'on ne met pas un système de financement adapté. On fonctionne avec de la T2A, mais on a des problématiques sociales qui font qu'on ne peut pas chiffrer sur des actes. On travaille avec des délais de prise en charge qui sont plus longs parce que les organisations sont plus complexes. Et donc, le système tel qu'il nous l'est proposé ne correspond pas à notre complexité, ce qui fait que structurellement, le financement des hôpitaux est déficitaire. Et on se retrouve dans des situations de crise qu'on gère, à chaque fois, on les gère. Hein. Les cyclones, les tremblements de terre, l'aide à Pointe-à-Pitre, l'aide à Sainte-Lucie, l'aide à Saint-Martin. Le CHU de la Martinique, c'est le CHU de zone avec les moyens les plus importants pour les soins intensifs. Donc, chaque fois qu'il y a une difficulté, on va la gérer, il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est au prix de nombreuses difficultés de remerciements. On a des remerciements, c'est très bien. Mais dans les faits, le système, il n'est jamais réévalué à sa vraie valeur, à son vrai coût. Mais par contre, on est à chaque fois réévalué sur des copergos qui nous comparent à d'autres établissements en nous disant « Oui, mais vous avez trop de personnel, vous avez trop de secrétaires, vous avez vous utilisez trop de brancardiers, mais on n'a pas un système informatique stabilisé qui fonctionne.
on n'a pas un dossier informatisé au niveau, on n'a pas des conditions nécessaires pour fonctionner normalement. Et donc, forcément, le recours, c'est quoi? C'est le recours humain. Parce que les humains, ils sont toujours là. Donc, on les utilise et ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais jamais on ne s'arrête pour se dire mais peut-être que s'ils ont 2 fois plus de secrétaires, c'est parce qu'ils n'ont pas de système informatique correct et qu'il n'y a pas de réseau satisfaisant et qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans les établissements et qu'on est obligé de recourir à l'humain parce que les organisations normales ne sont pas au rendez-vous. Merci. Vous avez abordé le point des moyens et du fonctionnement structurel. En fait, c'est là-dessus que je voulais terminer. Peut-être préciser, donc vous avez évoqué le problème de la T2A, du fonctionnement de la tarification à l'acte, qui rentre en contradiction en fait avec la population et les difficultés sociales qui ne permettent pas de pouvoir fonctionner sur cette manière-là. La question du personnel, en fait, qui est utilisé un peu à votre détriment. Est-ce que, puisque vous évoquez aussi le problème de l'absentéisme qui était lié en fait, au manque de protection ou aux craintes en fait, de contamination, à ce niveau-là, quelles sont un peu les demandes, peut-être si vous avez des demandes un peu plus précises? Il y a la problématique, ce que vous évoquiez, des hôpitaux mobilisés depuis des mois déjà, depuis plus d'1 an en fait, nationalement et donc sur votre territoire aussi, j'imagine. Que vous l'avez un petit peu évoqué, mais si vous aviez les 4 grandes revendications qui étaient portées depuis des mois et qui sont portées encore plus aujourd'hui, à reformuler. Voilà, quelles sont les demandes aujourd'hui où on doit justement, après ce processus de déconfinement, et plus largement avec tous les débats sur le monde d'après, et comment est-ce que la reconnaissance de la nation envers des soignants ne se traduit pas simplement par des applaudissements, des félicitations qui sont dues, mais par un vrai droit à la santé, droit aux soins, à la fois pour les populations et puis pour les personnels. Ce qui ressort effectivement, c'est nous, on aimerait être attractifs dans nos hôpitaux et sur nos territoires. On sait qu'on a le climat qui joue pour nous, mais travailler au CHU dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, ce n'est pas facile parce que les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. Il y a toujours des tensions sur des unités de soins, des tensions, je veux dire, un manque de personnel, des organisations qui sont mises en place un certain temps parce qu'on va avoir des gens très volontaires, très motivés, qui vont venir bosser, qui vont monter des services, qui vont monter des structures, mais qui seront personnes dépendantes. Si cette personne, elle se trouve face à des difficultés qu'elle ne veut pas surmonter ou qu'elle n'a pas envie de surmonter ou qu'elle ne peut plus surmonter, cette personne, elle s'en va. Et on a un pan de la santé qui s'effondre. Et tout ça parce qu'on a des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes, mais qui sont entretenues par tout le passif du problème structurel de financement des hôpitaux et du système de santé. Et donc, quand on demande, on voudrait être attractif, forcément, ça touche à la revalorisation des statuts des médecins, des soignants. Ça passe par quelque chose de salarial, mais avoir des conditions de travail satisfaisantes, ça compense pour beaucoup ce qu'on pourrait avoir en termes de salaire, parce qu'être bien au boulot, la qualité de vie au travail, ça passe par avoir un ordinateur correct, une maintenance adaptée, avoir du matériel pour prendre en charge correctement les patients, avoir la maintenance qui va avec, avoir des organisations logistiques qui permettent d'avoir une fluidité dans la communication et dans l'accès à du matériel innovant ou au renouvellement de matériel. Ne pas avoir de tension sur les commandes de médicaments, ne pas avoir de tension sur les commandes de matériel pour réparer des machines, parce que forcément, ça répercute sur l'organisation globale de tout le système. Et au-delà de la plage et du soleil, les gens, ils viennent pas pour la plage et le soleil, ils viennent pour bosser dans de bonnes conditions. Et apporter quelque chose de supplémentaire pour que les gens aient envie de rester, c'est
garantir des conditions de travail satisfaisantes, mais ça passe aussi par réfléchir à un mode de financement des hôpitaux différent. On aurait envie, pas qu'on nous pousse à travailler, à faire beaucoup d'actes, voir beaucoup de patients et faire beaucoup d'actes. C'est comme ça que le système fonctionne aujourd'hui. Mais jamais on nous demande est-ce que la prise en charge du patient, est-ce que le patient est satisfait de sa prise en charge? Est-ce que ça nous permet d'éviter qu'il revienne plusieurs fois aux urgences? Est-ce que les personnes en situation de handicap sont prises en charge chez elles correctement? Est-ce qu'on a la possibilité de travailler correctement avec les acteurs de la ville et c'est pas chacun dans son coin parce qu'on est sur des prises en charge globales, que le patient qui va pas bénéficier d'une prise en charge globale, et ben, c'est un patient qui va décompenser sur certains aspects et qui va repasser aux urgences ou qui va se compliquer, qu'on ait une offre de soins sur nos territoires qui soit adaptée aux réels besoins. On a des patients qui sont en grande souffrance parce qu'ils ont des pathologies neurologiques et que quand ils sont complexes, il n'y a pas d'offre de soins pour eux. Il n'y a pas d'endroit où les prendre en charge correctement parce que le capacitaire n'est pas au rendez-vous, parce que les moyens n'y sont pas mis pour former les gens, parce que former les gens, c'est prendre l'avion, c'est partir, c'est envisager un déplacement. Et il n'y a rien de comparable à ce qui se fait sur le territoire national. Donc, il y a des moyens à mettre en place, mais si on veut, et c'est ce que nous, on a toujours réclamé, c'est de l'équité dans l'accès aux soins pour tous les Français, y compris les Français aux Antilles. Parce que se dire, ben, on ne peut pas faire de thrombectomie mécanique aux Antilles parce qu'il n'y a pas suffisamment de neuroradiologues ou ok, d'accord, on l'entend, mais sauf que sur le territoire national, ils y ont accès. Qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour faire en sorte que des neuroradiologues s'installent et aient envie de rester? Est-ce qu'ils ont les moyens de bosser correctement pour qu'ils puissent rester? Parce que ça ne suffira pas à un moment donné de donner de l'argent aux gens pour leur donner envie de rester aux Antilles. Ce qu'on a envie, c'est de fournir à tout le monde des conditions de travail correctes, que ce soit les médecins ou les paramédicaux et tous les membres de la communauté hospitalière. Quelqu'un qui apprend à travailler, qui fait ses études de médecine aux Antilles, va bien souvent partir sur le territoire national, là, en France, pour compléter sa formation, apprendre certaines choses, et revient aux Antilles et se retrouve dans un système où on a l'impression de revenir 20 ans en arrière parce qu'on n'a pas accès à l'informatique de manière facile, parce que le système de communication est beaucoup basé sur des fax. Tout le monde n'a pas accès à des messageries sécurisées. Et donc, on se retrouve dans un système, là, en particulier nous, les jeunes médecins et les étudiants qui sont passés ailleurs qu'aux Antilles, et on se dit, mince, mais c'est pas possible de travailler comme ça. On ne peut pas envisager d'être à l'aise dans un mode de fonctionnement comme ça, où on a appris des choses et techniquement c'est bien, cliniquement c'est bien, on voit beaucoup de choses, mais sur le plan organisationnel et logistique, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire pour faciliter les échanges utiles, efficaces entre les différents services, entre les différents systèmes. Et ça passe par une réévaluation complète du système mis en place aux Antilles, avec des problématiques qui ont déjà été plusieurs fois soulevées. On parle de coefficient géographique, c'est combien ça coûte de soigner aux Antilles? Est-ce que le surcoût de la pratique est évalué à sa vraie hauteur? Est-ce que les effectifs qui sont aux Antilles sont satisfaisants? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser la stabilisation des personnels? L'impact médico-social et l'impact social sur les filières sanitaires, comment est-ce qu'il est mesuré? Est-ce qu'on sait comment le poids de l'isolement ou de la précarité va être important sur une durée moyenne de séjour? On va calculer notre efficacité de travail sur une durée moyenne de séjour. Et quand on ne peut pas rentrer la personne au domicile et qu'il y en a plusieurs comme ça, parce qu'ils sont isolés, parce que les enfants sont partis travailler et travaillent dans l'hexagone, où ils sont partis faire leurs études, ils ne sont pas revenus. On a des structures familiales aussi qui sont en difficulté parce qu'on compte sur le voisin pour que les gens s'entraident, c'est très bien. Mais quand on a un problème de santé et qu'il faut parler de retour à domicile, est-ce qu'on a les institutions pour prendre en charge ces personnes? Est-ce que rentrer chez eux, il y a une couverture du territoire satisfaisante? Non, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas demander à la santé de gérer tout sans prendre en considération l'impact
sociales et médico-sociales et économiques de nos territoires. Donc, si on veut, donc ce qu'on voit aussi, c'est que le service public doit être revalorisé et ça passe par le sanitaire, mais ça passe par autre chose. Et la complexité de nos territoires fait qu'il nécessite une attention et des moyens bien spécifiques. Il ne s'agit pas de rajouter des millions, il s'agit de réfléchir à quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes et qu'on arrête d'être dans de nous positionner surtout dans cet aspect-là de personnes qui quémandent encore plus de moyens et des moyens, qu'on règle le problème une fois pour toutes, qu'on s'attaque aux vraies causes fondamentales des dysfonctionnements, qu'on les résolve et qu'on passe à autre chose, qu'on puisse tous être dans la doctrine de l'État, fraternité, égalité, liberté, et qu'on ait de l'équité. Alors, si on n'a pas de l'égalité, il faut qu'on ait de l'équité, que chacun puisse avoir accès aux soins de la même façon, accès aux services publics de la même façon. Et on a envie de ça dans les Antilles, de ne pas être stigmatisé comme ceux qui travaillent moins, ceux qui coûtent cher, parce qu'on travaille beaucoup et que si on coûte cher, c'est parce qu'il y a une réalité et qu'il y a des difficultés qui jusqu'à aujourd'hui, ne bénéficient pas de l'attention suffisante. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait, mais que si on, c'est comme chacun chez soi, hein. Si on veut régler un problème, on essaie d'en trouver la cause et on règle la cause. On ne met pas des pansements sur une jambe de bois parce qu'on sait que ça ne va pas marcher. Ça va faire joli, mais ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'on puisse ensemble s'attaquer aux problèmes structurels pour aller plus loin. Merci beaucoup, c'était très clair et très, très large comme champ qui a été couvert. Je pense que oui, tout a été abordé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points, mais je crois que vous avez à peu près tout dit. Oui, j'espère ne pas avoir oublié de choses importantes. Non, mais oui, merci pour ce temps d'écoute et d'échange. Merci à vous. Encore une fois, comme je l'ai dit, au sein de la délégation Outre-mer, on va relancer avec Jean-Luc Gratton une demande formelle pour que, de toute façon, le suivi va continuer à se faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, de toute façon. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion, dans ce cadre-là, de solliciter et de vous réinterpeller pour assurer le suivi et le contrôle parlementaire qui est notre fonction. Merci à vous. D'accord, très bien, merci. Et bon courage pour la suite, bonne continuation et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.